cette rentrée, la gauche a beaucoup d'inquiétudes. Tout le monde craint qu'il n'y ait pas d'unité pour vaincre Macron et Le Pen l'année prochaine, le 10 avril 2022. Est-ce que ça va être un désastre? S'il y a 3, 4 candidats de gauche, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est fatal. Les sondages l'indiquent, on peut avoir des doutes sur les sondages, mais ils disent tous que l'une est à 7%, l'autre est à 6%, et dans le meilleur des cas, il y en a un qui est à 11%, mais avec ça, personne ne passe au deuxième tour, et le deuxième tour se fait entre la droite et l'extrême droite, qui que ce soit. On a toutes les raisons d'être inquiets, parce qu'on ne peut pas attendre. Il y en a qui disent, ça sera pour le coup suivant. Non, on ne peut pas se résigner, parce que le coup suivant, la sécurité sociale, elle sera peut-être morte. Et si nous reculons entre 22 et 27, eh bien nous reculerons en 27. Moins il y a de rapports de force, moins il y a de conquête sociale, moins il y a de partage des richesses, plus le système change, et plus il s'américanise, et plus la conscience des masses salariées recule. On peut être sérieux et dire que c'est en 22 qu'il faut battre Macron, et que après c'est toujours trop tard. Donc pour ça, il y a mécaniquement une seule solution, c'est l'unité, une plateforme commune à gauche et une candidature commune à gauche. Mais il y a des réponses différentes. Nos amis de LFI, que je suis allé voir aux journées à Châteauneuf-sur-Isère, avec Jean-Luc Mélenchon, ont une réponse simple. Nous sommes prêts, nous avons un programme, nous sommes en campagne, nous allons progresser et nous ferons mieux que la fois précédente. C'est-à-dire que nous allons arriver à 19%, 20%, 21% et nous serons au deuxième tour. Le doute existe. Parce que la façon de dire la force ira à la force, vous serez tous obligés de vous incliner, suscite des réticences. Et les réticences prennent un tour individuel. Il y en a qui reprochent ceci à Mélenchon, ceci au programme, et qui disent ils se comportent mal, donc de toute façon on votera pas pour eux. Et on entend ça dans la gauche. Et donc, si ça reste sur cette ligne, LFI va susciter autant d'attrait que d'animosité. Et en tout cas, s'il y a une progression, elle ne sera pas d'une marge suffisante pour pouvoir passer au deuxième tour. On ne peut pas gagner sans unité dans les circonstances actuelles. On ne peut pas gagner sans accord. Alors, il y a une deuxième chose, c'est les Verts. Alors, parfois, nos amis de LFI disent « Ah, c'est Jadot qui va gagner, donc les voix de gauche iront vers nous ». Mais c'est possible que ce ne soit pas Jadot. Ça peut être Sandrine Rousseau ou Éric Piolle. Alors, elles sont sur le même créneau, elles sont sur le créneau de gauche. Éric Piolle dit, moi, je suis désigné, je remettrai en gros en jeu mon titre, parce que je serai pour une primaire de toute la gauche, pour arriver à ce qu'il y ait un candidat commun, moi, mais Éric Piolle, mais à ce qu'il y ait un accord de cette façon-là. C'est une possibilité, c'est même souhaitable. Mais est-ce que ça va se faire? Et ça dépend du résultat de l'élection de la primaire des écologistes. Et est-ce que ensuite, après, il peut y avoir un accord sur un candidat? Là, dans la situation actuelle, les filles disent ni oui ni non, mais c'est plutôt non, puisque c'est Jean-Luc qui est le mieux préparé, qui est le plus compétent et qui ira jusqu'au bout avec l'expérience qu'il a d'avoir fait déjà 2 campagnes. Alors ensuite, il y a le Parti communiste. Le Parti communiste va se réunir encore à l'automne et Fabien Roussel est donné à 1, 2 ou 3 dans le meilleur des cas, mais dans tous les cas, c'est des voix qui ne pourront pas servir au premier tour, pourraient passer au deuxième. Et en tout cas, ce sera des voix qui seront ôtées de celui qui sera en tête à gauche. Et même si c'est Jean-Luc Mélenchon, ça sera 1, 2 ou 3% que Jean-Luc Mélenchon n'aura pas, ce qui confirme ce que je disais précédemment. Est-ce que le Parti communiste va observer ça et dans une convention de novembre-décembre revoir la question? Nous ne savons pas. C'est possible. Moi, je dis c'est souhaitable. Ensuite, la 4e candidature, c'est celle d'Anne Hidalgo. Elle n'est pas encore confirmée, mais elle a progressé. On peut dire qu'elle est autour de 6% à 7% dans tous les sondages. Ça veut dire que ça ne décolle pas, puisque alors qu'on affirme de plus en plus au Parti socialiste qu'elle va être sa candidate, en vérité, il n'y a pas de décollement. Elle est au plus bas. Et c'est l'étiage du Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui. Il paye le prix de la trahison de Hollande et Valls, et ça n'est pas réparé, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, ça n'est pas oublié. Ça n'est pas une nouvelle situation. Même les régionales n'ont pas modifié ça.
Et donc, même s'il a conservé 5 régions et à peu près 3 millions de voix, ça ne suffit pas pour la présidentielle parce que la confiance à gauche, et c'est légitime, n'existe pas. Alors, est-ce que Anne Hidalgo va se maintenir ou ne pas se maintenir? Dans le congrès du Parti socialiste qui se tient bientôt, le 18-19 septembre, et dans le vote des militants qui va se tenir le 8 septembre, il y a cet enjeu. Ceux qui, paradoxalement, sont le plus pour Anne Hidalgo comme candidate, c'est l'aile droite du Parti socialiste. C'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle les Hollandais, avec Stéphane Le Foll ou Hélène Geoffroy. Il y a eu des réunions de section qui sont tenues hier soir un peu partout. Le débat était entre la T0A et la T0B, c'est-à-dire entre les partisans de Le Foll, Hollande, Hélène Geoffroy et ceux d'Olivier Faure. Et la bataille est, il faut absolument que le parti existe, nous sommes redevenus le premier parti, nous devons être hégémoniques, et la candidature d'Hidalgo doit servir à faire ça. Il y a des doutes là-dessus, hein, parce que de toute évidence, ça ne prend pas. Alors, avec 4 candidats, je ne parle encore que des grands candidats, entre guillemets, parce qu'en ce moment, aucune des forces n'est hégémonique l'une par rapport à l'autre. On voit bien qu'elles se tiennent et que selon les sondages et les états d'esprit et les événements politiques, ça va et ça vient. Et donc, en fait, s'il y avait unité entre les 4, alors on nous dit c'est toujours impossible. Je dis toujours, entre Blum et Cachin, en 1935, personne n'aurait parié qu'il y aurait l'unité. Et pourtant, elle a eu lieu et ça a déclenché le Front populaire. Et les divergences à l'époque étaient beaucoup plus grandes qu'entre Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon ou qu'entre le Parti communiste d'aujourd'hui et les Verts. Beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 80% des points qui sont en accord. Même pas 90%. Même sur l'Europe, j'ai constaté aux journées de l'EFI qu'il n'y avait plus de désaccord. Manon Aubry expliquait très bien qu'on allait être pragmatique, qu'on appliquerait le programme et que ça modifierait l'Europe, et ça remettrait en cause progressivement les traités et qu'on verrait en marchant. Je trouve que c'est une position raisonnable. Et si cette position raisonnable avait été tenue il y a 5 ans, en 2017, elle aurait sûrement permis l'accord entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. L'un aurait été président, l'aurait été Premier ministre, et on aurait gagné. Et donc la question est aujourd'hui qu'il y ait une base pour un socle commun. Ce socle commun entre les, disons, au moins les 4 principales formations, parce qu'en fait il y a une douzaine de formations au total, hein, plus petites sont les autres, mais entre les 4 principales formations, une plateforme commune est du domaine de l'absolue raison. Alors on dit oui mais c'est les égaux. Alors ça c'est vrai que si l'un dit la force ira à la force, l'autre dit mais je veux redevenir hégémonique, le troisième dit il faut affirmer l'identité du Parti communiste, et le quatrième dit c'est forcément un écolo qui doit être en tête, là on perd. Et donc il faut arriver à lever cette question, et pour ça il faut des réunions autour de la table de tout le monde. Alors il y en a déjà eu, il y a eu le Conseil des partis. On était 14 sensibilités de gauche de mars à juin dernier. Il y a eu la fameuse organisation des syndicats et des associations, ils étaient 22. Ils ont fait l'année dernière des mesures qu'ils avaient proposées déjà le 20 mai et le 9 juillet 2020 à discuter sur la table. Toutes ces discussions montrent que c'est une question de volonté. Alors comment ça va se passer dans le calendrier ? Après le congrès du Parti socialiste, il y a le vote des écologistes le 29 septembre, et est-ce que en octobre-novembre, l'électrochoc va être suffisant pour ramener tout le monde à la raison et dire que vous ne vous en sortirez pas les uns sans les autres, vous ne vous en sortirez pas sans un accord, et il n'y aura pas un qui écrasera l'autre dans une ascension fulgurante et par dépit. Ça ne se fera pas comme ça. Donc j'ai cet été participé au titre de la gauche démocratique et sociale, dont je suis le porte-parole, aux journées du parti, de PEPS, parti de l'écologie populaire et sociale. J'ai participé aux journées de la Ligue, la France Insoumise. Nous avons participé aux journées des Verts à Poitiers. Nous avons participé aux universités du PS à Blois. Et dans tout ça, nos différentes délégations ont constaté que ce que je viens de dire. Donc la conclusion en cette rentrée, ce serait normalement de batailler de toutes nos forces jusqu'à ce qu'il y ait un accord. Est-ce que la situation politique va nous y aider ? Je pense que oui. On doit pouvoir, avec les 30 millions de salariés, retrouver une forme d'unité avec la jeunesse, qui sont des salariés en formation, avec les retraités, qui sont redoutablement menacés,
et avec l'ensemble des salariés qui ont des problèmes de salaire géants. Parce que maintenant, la question de salaire, il y a des hausses partout. On est à 8% pour l'électricité, presque autant pour le gaz, et tous les tarifs augmentent, et les gens sont pris à la gorge. Donc la question des salaires devient dominante, elle est dominante. En fait, elle ne devient pas, elle a été depuis toujours, mais se révèle là, en cette rentrée décisive. Et la question est simple, est-ce que les choses vont aller dans le sens des salaires et du salariat, ou est-ce qu'elles vont continuer à aller dans le sens du capital et du CAC 40 et des multinationales? Les multinationales se sont goinfrées comme jamais. Elles viennent de faire un semestre le plus beau de leur histoire depuis 30 ans. Elles viennent faire des résultats en dividendes les plus beaux de l'histoire depuis 20 ans. Et donc, elles profitent de la pandémie. Dans la redistribution à l'occasion de la pandémie, coûte que coûte, il y a eu 250 milliards pour les multinationales et, disons, moins de 100 milliards pour les salariés, tous ceux qui se trouvaient en difficulté. C'est-à-dire que 70% est allé aux riches et 30% est allé aux pauvres. Et la question des salaires revient de cette façon-là. Et donc, j'ai entendu le MEDEF qui disait oui, mais on peut négocier des salaires, mais au cas par cas, métier par métier, branche par branche. C'est pas tout pareil dans les régions. Donc, par conséquent, il faut y aller doucement. Et puis, d'autre part, si c'est possible avec l'intéressement, la participation et des primes, c'est mieux. Pas du tout d'accord. Le salaire, c'est un salaire net, c'est un salaire brut, c'est un tout. On ne veut pas de prime, on ne veut pas d'aumône, on ne veut pas de calcul. Le salaire, ça paie notre travail. Notre travail mérite d'être payé. Et donc, l'augmentation de salaire doit être substantielle et uniforme, c'est le plus possible. C'est-à-dire que ça veut dire un SMIC qui passe à 800 euros et puis une augmentation de salaire de tout le monde qui est de 300 euros. C'est une façon de redistribuer les richesses et de provoquer une relance économique. Mais il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, alors que Macron ne fait que prendre aux pauvres pour donner aux riches. Donc c'est une inversion de la situation. Et comme toujours, c'est un point nodal, un point de bascule. Et il y a une journée d'action qui est prévue par une grande partie des syndicats le 5 octobre. C'est la rencontre pour ça. Et normalement, ça devrait se retrouver, si les gens sont conséquents, avec ceux qui ont manifesté pour leurs raisons propres cet été. Parce que manifester cet été au nom de liberté, ça veut dire quoi? Liberté, c'est un mot, il faut lui donner du contenu. Et la liberté, c'est la liberté de refuser les licenciements. C'est la liberté d'avoir un emploi. C'est la liberté de vivre correctement. C'est la liberté d'avoir des institutions représentatives du personnel et de ne pas voir tout se dicter d'en haut d'un seul bonhomme à l'Élysée qui décide si vous avez le vaccin ou pas le vaccin et à quelle date vous l'avez. C'est parce qu'il y a des institutions, c'est parce qu'il y a une médecine du travail, c'est parce qu'il y a un secret médical. C'est pas le patron qui doit décider si vous met dehors ou si vous met pas dehors. S'il y a un problème, vous êtes inapte ou pas inapte, il doit vous reclasser. Il y a des mécanismes dans notre loi qui restent encore, malgré la casse du Code du travail par la loi El Khomri ou les lois pénicaux. Il y a encore des mécanismes, il faut les faire respecter. La France est soumise à la Convention 158 de l'OIT, il y a des garanties face au licenciement. Donc la liberté, c'est d'avoir ces garanties. La liberté, c'est d'être protégé. La liberté, c'est d'avoir une sécurité sociale et un salaire. Parce que les gens, ils disent, ouais, je préfère la liberté que la santé, j'ai entendu ça, mais quelle absurdité. Vous êtes libre sur un brancard dans un hôpital quand il n'y a personne pour s'occuper de vous et qu'on est en train de trier pour savoir si c'est vous qui allez survivre ou votre voisin. La santé est la condition de la liberté. Et c'est matériel, la liberté. C'est pas une flamme en l'air. C'est la liberté de bien vivre, la liberté d'être en société, la liberté de réponse collective. La garantie de la liberté et de la sécurité, c'est la sécurité sociale. Et donc, il faut le redire d'ici le 5 octobre, il faut le redire en cette rentrée. Et je m'aperçois, quand je dis ça, que pratiquement toute la gauche est d'accord. Vous avez des nuances par-ci, par-là, mais globalement, sur les salaires, j'ai entendu tout le monde dire qu'il faut les augmenter. Sur la sécurité sociale, j'ai vu que toute la gauche, sans exception, de Roussel à Faure jusqu'à Mélenchon ou bien Bayou, ont fait une prise de position pour les 75 ans de la sécurité sociale qui dit elle doit être une grande sécu, elle doit être unique, arrêtez avec les complémentaires, refaisons des élections et démocratisons la gestion de l'immense budget de la sécurité sociale. Il y a un accord et cet accord conditionne des luttes et la nécessité de lutter s'impose en cette rentrée pour faire face à Macron. Dans ces conditions-là, rien n'est joué, rien n'est perdu. Il y a toutes les raisons de s'entêter pour 2022. Il y a toutes les raisons de dire on doit gagner. L'unité est possible et nécessaire. Et j'en fais la démonstration, moi, comme candidat à la primaire populaire.
Parce que bon, la primaire populaire, c'était pas un grand pari, c'était l'idée que on pouvait déclencher un mécanisme entre tous les candidats, il y en a 12. Les gens disent il y en a trop. Mais tant mieux s'ils sont tous là, puisque le but c'est d'arriver à un seul. Et moi, ma voix, c'est celle que je viens de décrire petit à petit dans mon raisonnement, c'est celle de l'unité. Et quand je demande aux gens de me parrainer, c'est pas pour écarter les autres. D'ailleurs, le système n'écarte pas les gens. Il fait un système de préférence de façon à ce qu'on puisse entendre. D'ailleurs, c'est Madame Taubira qui est en tête, c'est consensuel. Alors évidemment, tous ceux qui ont un langage un peu plus précis sont moins en tête. Mais rien n'est joué de ce côté-là. Si on donne, par exemple, si vous me donnez du crédit en me parrainant, ça va aider ce que je suis en train de dire pour l'unité. Donc je veux dire, le candidat des candidats de l'unité. Je ne suis pas en concurrence avec les autres. Et dans la primaire populaire, nous y sommes engagés, mais nous savons très bien aussi que ça n'a pas d'importance tant que c'est des dizaines de milliers de gens. Ça aura de l'importance s'il y a des millions de gens qui participent. Et ce sont des millions de gens à gauche qui sont en jeu dans leur conscience dans les 2 mois qui viennent. L'idée de la primaire populaire chez les activistes qui ont lancé ça, c'est pas pour opposer des individus, c'est pour opposer des sensibilités politiques. D'abord, ils ont fait un socle commun de 14 partis. Tout le monde est dedans. Et l'idée, c'est que tous ceux qui sont là représentent tout l'éventail pluraliste de la gauche. Il y a ceux qui s'y sont engagés volontairement, ceux qui ont été proposés sans être volontaires au départ, mais l'idée c'est bien de rassembler les partis, pas d'opposer les individus les uns aux autres, c'est d'essayer de faciliter l'échange. J'ai fait une lettre le 16 août, au plein milieu de l'été à chacun des participants en disant « rencontrons-nous ». Échangeons unilatéralement, bilatéralement et globalement. Parce que l'esprit de la primaire populaire n'est pas un esprit de compétition, c'est un esprit d'apaisement et pour aboutir à une plateforme commune et à une candidature commune.